Tac, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce cinquième live Bubble, spécial transpersonnage, les albums, la série et ses adaptations. Donc je suis assez content de vous retrouver pour une cinquième semaine consécutive de live sur la page Facebook. Et donc je suis Thomas Mourier, je suis le rédacteur en chef de Bubble. Je m'occupe de toute la partie éditoriale et maintenant donc de ce rendez-vous sur les réseaux sociaux. Donc c'est une émission un direct interactif. Merci à tous d'être là. Je disais donc que c'était interactif. Vous pouvez donc poser vos questions tout au long du live sur l'œuvre du transpersonnage, sur son auteur, et bien sûr poser des questions à l'auteur qui lui seront retransmises puisqu'on va faire une vidéo interview comme on a fait pour les lives précédents. Et donc elle sera diffusée la semaine prochaine, donc vous pouvez mettre toutes vos questions. Donc je vais présenter donc la série du transpersonnage. Bonjour à tous, je lis vos commentaires avec plaisir. Tac, je vais me mettre hop, un petit peu sur le côté. Donc le transpersonnage, c'est une série, je vais prendre un peu de temps pour tout expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est une série qui a 6 albums maintenant, répartis sur plusieurs périodes. Donc on va voir, et un film aussi au cinéma et une série télé maintenant sur Netflix. Et la série télé qui vient juste de sortir cette semaine en diffusion en France, plus un nouvel album du transpersonnage, le tome 2 d'Extinction, mais je vais tout revenir expliquer, sort aussi cette semaine. Donc c'était l'occasion de faire un spécial transpersonnage, donc j'espère qu'il y a des amateurs. J'avais vu sur Bubble qu'il y avait pas mal de gens qui avaient apprécié les derniers albums de Jean-Marc Rochette, Elle Froide et le transpersonnage, donc c'était la bonne occasion. Donc c'est 6 albums à partir de 1982 avec des grosses pauses entre temps. En fait, il y a eu un premier album scénarisé par Jacques Loeb et dessiné par Jean-Marc Rochette, qui est un premier album qui a lancé la série. Et malheureusement, le scénariste est décédé avant de pouvoir faire la suite. Et c'est Benjamin Legrand qui sera le scénariste des tomes 2 et 3, donc qui vont prolonger. Donc ça ne sera pas une suite directe, mais ça va prolonger la série initiée par Jacques Loeb. Et donc ces 2 et 3 vont faire une sorte de premier cycle, on va dire. Puis la série est mise en pause pendant un petit moment et ça sera le film de Bong Joon-ho qui va la relancer. Donc adaptation du film par le réalisateur sud-coréen qui était tombé sur la bande dessinée dans une librairie en Corée et qui a décidé de l'adapter à l'écran sous le titre de Snowpiercer. Et donc ça sort en 2013 avec un casting américain et coréen et avec une star, Chris Evans, qui était déjà Captain America et donc qui va porter un peu le film. Et donc ce film qui est très réussi va relancer l'intérêt pour la série. Je vais vous mettre tac, l'affiche du film. Euh, donc ce film relance l'intérêt pour la série parce qu'il est salué internationalement. Donc les auteurs se remettent au travail et lancent un nouvel album qui s'appelle Terminus. Donc cette fois c'est Olivier Bocquet qui scénarise avec Jean-Marc Rochette toujours. Je vais vous mettre la couve aussi. Tac, je l'ai là. Hop. Donc la Terminus, donc qui est le quatrième album dans la chronologie, mais qui se passe après les 3 premiers, qui va clôturer en fait le cycle transpersonnage, donc qui fait une sorte de fin. Donc on a la fin de la loco, la fin du transpersonnage. Avec cet album, on a vraiment tout le cycle qui est fini. Et finalement, il va y avoir encore une suite et sous la forme d'un préquel. Et je vais mettre aussi la couve d'extinction. Hop. Sous la forme d'un préquel et qui là va raconter ce qui se passe avant, comment on est arrivé là, comment le train a été construit et quelle est l'origine de cette catastrophe qui est arrivée sur le monde. Je vais y revenir un petit peu après sur les bases pour vous expliquer si vous connaissez pas la série en plus en détail, pourquoi tout est glacé, pourquoi il y a ce train mystérieux. Je vais y revenir. Et donc tout ça pour finir la chronologie, pour vous faire les grandes dates. Et donc en dernier lieu, donc c'est la série qui est diffusée en France sur Netflix de Josh Friedman, qui est le showrunner, qui avait bossé sur Terminator, les chroniques de Sarah Connor et Dark Fate, et qui bosse aussi, je crois, sur Avatar, la suite. Donc voilà, un projet américain, mais qui cette fois est adapté non pas de la BD, mais du film de Bong Joon-ho. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Je vais dire 2 mots sur les bases de l'univers pour ceux qui n'auraient pas encore lu ou vu. Donc on est sur une saga de SF, c'est de la dystopie.
On est dans un univers vraiment très noir sur fond de lutte des classes. Et donc on a un monde post-apocalyptique, toute la Terre a gelé et en proie à une ère glaciaire nouvelle. Et le seul endroit où les gens ont survécu, c'est dans un train blindé, une sorte de bunker roulant, le transperce-neige. Victor nous dit, est-ce qu'il y a un lien direct ou indirect avec la Compagnie des Glaces? Eh bien, pas du tout. Pas, en tout cas, pas revendiqué. Peut-être que Jacques Loeb avait lu cette saga immense de la Compagnie des Glaces, mais non, il n'y a pas de lien particulier revendiqué avec ça. Et voilà, donc hop, ça repart. J'ai toujours ce problème de caméra, mais ça va revenir. Donc voilà, donc tout ça pour brosser le portrait. Donc dans ce train géant qui est donc un train de luxe type transsibérien qui va faire le tour de la Terre en boucle. Donc je voulais vous présenter donc aussi les auteurs. J'avais une photo de Jean-Marc Rochette devant une de ses peintures parce que c'est un auteur qui fait aussi de la peinture. Les auteurs de la premier album, donc Jean-Marc Rochette, on y reviendra après, mais Jacques Loeb en premier, donc qui est connu comme dessinateur mais surtout scénariste, qui sera récompensé à Angoulême par 2 fois pour le prix du scénariste français en 77 et qui sera grand prix de la ville d'Angoulême en 86. Et donc c'est un auteur qui est connu peut-être, vous avez déjà lu aussi C'est Super Dupont qu'il a fait avec Gottlieb, ou les BD qu'il a fait avec Georges Pichard, Blanche Épiphanie ou Ulysse. Qui sont vraiment ces grands classiques. Après, Cornelius a sorti une intégrale sous le titre L'Homme Lando avec ses BD qu'il a dessiné lui-même. Et merci Yves de préciser, oui, j'avais pas regardé la date de sortie de la Compagnie des Glaces, mais c'est vrai que le transpersonnage était écrit avant 82, donc il avait commencé, je crois, en 77-78, car le scénario était destiné à Alexis, un autre dessinateur qui est décédé prématurément. Et donc il avait choisi Jean-Marc Rochette pour le remplacer. Et au vu des dessins de Rochette qui étaient plus durs, plus noirs, il a expliqué qu'il avait aussi remanié le scénario pour en faire quelque chose de plus noir. Et on a vraiment une œuvre, je vais vous remettre un peu les planches, qui reste assez dur dans son dessin. Et du coup ça sert bien le propos du livre. Jean-Marc Rochette, lui, c'est un autodidacte qui avait marqué les esprits avec Edmond le Cochon. Sur des scénarios de Martin Véron et qui a publié pas mal d'albums humoristiques comme ça dans cette veine avec René Pétillon ou Fred Bernard. Donc ça court en parallèle de sa carrière sur le transpersonnage. Et le transpersonnage, c'est vraiment l'œuvre qui traverse toute sa carrière d'auteur. Il y en a pendant plus de 40 ans. Et donc c'est un auteur qu'on rapproche volontiers d'Enki Bilal, à la fois pour le côté un peu pictural et aussi pour le côté engagé et le côté historique de ses œuvres sur le transpersonnage. Donc on a vraiment ce côté-là, de se servir de situations réelles ou de motifs historiques pour en faire de la SF qui parle un peu de notre monde d'aujourd'hui. Et les autres auteurs, c'est Benjamin Legrand, qui est donc le scénariste des tomes 2 et 3. Et Benjamin Legrand, lui, il avait travaillé avec Tardy sur Tueur de cafards, il a travaillé avec Druyet, et donc il avait écrit ces tomes 2 et 3. Il y a eu Olivier Bocquet, donc, qui a écrit Terminus, donc, qui est le tome qui clôt le transpersonnage, et lui, il a travaillé encore avec Jean-Marc Rochette sur Elle froide, donc un album qui est paru il y a 2 ans, et qui avait marqué pas mal sur l'alpinisme. Et c'est aussi un auteur qui a travaillé sur Spirou, sur le triomphe de Zorglub, et sur Franck, la BD humoristique dans le journal de Spirou aussi. Et enfin Mats, qui est le scénariste de Extinction, donc qui est donc le préquel en 3 volumes dont le tome 2 vient de sortir. Mats est lui un auteur qui est spécialisé dans le polar, et on l'a connu lui sur Le Tueur avec Luc Jacamon, ou alors avec la très bonne trilogie Du plomb dans la tête avec Colin Wilson. S'il y en a qui ont lu, ça c'est vraiment super chouette. Et enfin, je voulais aussi dire un mot sur les coloristes, puisque en fait la série Extinction est en couleur par rapport au volume précédent qui sont en noir et blanc. Je vais vous mettre des planches couleurs aussi à l'écran. Normalement, ça devrait s'afficher. Et donc sur les coloristes, en fait, il y a 2 coloristes. Il y a José Villarrubia, qui est un auteur espagnol qui travaille beaucoup aux USA avec les auteurs de comics américains, qui a collaboré avec Jay Lee, avec Jeff Lemire, avec Paul Pop, avec Corben, avec Alan Moore,
enfin avec plein de grands auteurs, donc il y a un auteur très prisé dans le monde du comics, très récompensé, et Isabelle Merlet qui fait la couleur du tome 2 et la couleur des couvertures, qui est elle aussi une des coloristes françaises les plus remarquées en ce moment, et qui a bossé avec plusieurs auteurs de Rupert Amulot, Bastien Vives, Blutch, et aussi avec Catherine Meurice sur les grands espaces où la couverture est assez magnifique. Je vais vous mettre des planches en même temps, hop, des planches couleurs. Et donc elle a bossé aussi avec Taiyo Matsumoto sur Les Chats du Louvre et elle fait beaucoup de couleurs en ce moment. Donc c'est une très chouette coloriste. Je vais vous passer aussi une petite lecture avant d'aller plus loin pour vous donner un peu le ton et l'ambiance. Je vous ai montré un peu des planches. Alors ça c'est un dispositif qui présente un peu toutes les couvertures des différentes intégrales, puisque donc il y a une intégrale 3 tomes qu'on voit tout en bas, une intégrale Terminus qui est un gros volume, et Extinction qui était le premier volume de cette nouvelle trilogie. Et donc je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Jean-Marc Rochette dans les commentaires, et moi j'irai piocher dans tout ce que vous avez écrit pour lui envoyer des questions et faire l'interview vidéo avec lui. Donc voilà, donc n'hésitez pas pendant tout le direct. J'espère que la lecture a marché de votre côté. Euh, donc pour dire un mot sur le film et la série. Dans le tome 1, en fait, on suit un personnage qui s'appelle Prolof, qui va partir donc des wagons de queue, qui sont des véritables wagons à bestiaux. En fait, on a à l'avant les gens qui sont très riches, qui vivent dans l'opulence et qui sont vraiment dans une croisière. Et plus on va vers l'arrière, plus on a les classes défavorisées. Et jusqu'aux wagons à bestiaux derrière, où les gens vivent entassés les uns sur les autres, c'est assez inhumain. Il y a une milice qui est là pour les contenir. Ils mangent de la viande artificielle rationnée, alors qu'à l'avant on a plein de choses, on est dans l'opulence. Et on est vraiment, toute la BD va nous faire remonter wagon après wagon jusqu'à la loco, donc qui est un petit peu l'objectif, savoir qui dirige. Il y a un peu une métaphore un peu de la société. Et donc ce personnage va monter et va le faire en fait avec un autre personnage qui s'appelle Adeline et qui elle est une militante dans une association pour aider en fait les gens du wagon de queue à sortir de la misère et pour qu'on les intègre dans le transpersonnage. Et Prolof et Adeline vont découvrir qu'il y a un véritable complot contre les derniers wagons et qu'on parle même de détacher les wagons pour s'en libérer. Et donc en fait toute la BD va avancer comme ça du fond du train vers la loco. Dans la suite, ça sera un peu moins le cas. Dans les 2 et 3, il va se passer d'autres choses. Il y aura plus cet effet visuel de l'arrière vers l'avant, puisque du coup, ça sera connu dans le tome 1, et que dans le tome 2 et 3, ce n'est pas le même transpersonnage, c'est un autre transpersonnage. Et dans Terminus, c'est carrément en dehors du transpersonnage. Enfin, il y a une partie dedans et une partie en dehors, puisqu'on découvre la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin du transpersonnage, à l'arrêt du transpersonnage. Donc on n'est plus dans la même dynamique. Par contre, le film de Bong Joon-ho, lui, visuellement, a gardé cette idée-là. Les personnages se déplacent toujours linéairement de la gauche vers la droite pour avancer. Ils reviennent jamais en arrière et à chaque fois qu'on avance, on découvre les nouveaux wagons et on arrive vers la tête de train. Et donc, il a choisi de ne pas garder l'histoire originelle et de réadapter son propos, mais en gardant toujours cette idée de lutte des classes, en gardant toujours cette idée de personnes qui vont se révolter de leurs conditions et essayer d'aller vers l'avant pour reprendre le contrôle. Mais c'est une adaptation qui est vachement réussie. Et enfin, dans Extinction, là, c'est complètement différent. On est sur une BD qui parle des origines, donc qui se passe dans un futur très très proche, ou pour pas dire maintenant, et donc où le monde va mal, donc et où des éco-terroristes, des terroristes qui agissent au nom de la nature, vont commencer à faire des meurtres et surtout des actes pour libérer la Terre. Et donc on va découvrir tout ça et en parallèle comment le train est construit. Et il y a un petit peu un parallèle assez marrant avec les milliardaires d'aujourd'hui qui font des choses un peu démesurées à la Elon Musk. Il y avait là il y a 2 jours le lancement de la fusée SpaceX
et ben ça ressemble un peu à ça. C'est un particulier qui s'offre une machine du futur qui pourrait sauver l'humanité ou pas. Et donc je trouve que le parallèle, là, Mats et Jean-Marc Rochette ont bien fait ça, c'est-à-dire on a vraiment les problématiques d'environnement, de tout ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas et tout ce qui se passe actuellement. Et aussi les problématiques des gens qui se substituent à des États et en fait finalement qui vont décider ou non de qui survivra ou pas. Donc ça c'est vachement malin et donc ça c'est la trilogie euh, qui est en train de paraître et donc le tome 2 vient juste de sortir. Et tiens c'est marrant, on parlait de parallèle avec maintenant. Dans le tome 1 déjà en 82, il parlait déjà d'épidémie. Et en fait, il y a une sous-intrigue dans tout le tome 1, c'est que pendant que les personnages remontent de wagon en wagon, donc de Prolof revient, avance, il détecte une épidémie en fait qui touche petit à petit les gens, donc il serait porteur d'un virus, et un virus qui passerait par les voies respiratoires, etc. Et donc on essaye donc de l'empêcher, de le cloisonner, etc. Donc il y a un parallèle assez bizarre avec aujourd'hui. Donc ça, c'est à relire en complément de l'actu. Donc voilà, j'ai essayé de brosser un peu sans faire de spoil du tout les intrigues des différents cycles. Et sur la série, donc il y a 2 épisodes qui sont disponibles sur Netflix. Donc je crois qu'il y en a une dizaine. Ils vont être mis en ligne chaque semaine. Et donc il y a déjà 2 épisodes. Et la série, par contre, c'est un petit peu différent. Puisqu'ils se sont basés donc, sur le film et non pas sur la BD, comme je disais, pour recréer l'univers du transpersonnage. Et cette fois, ils ont pris un angle polar. Donc c'est assez bizarre parce que on quitte un peu la partie SF, la partie un peu lutte des classes où ils se reprennent en main, ils vont réinvestir le train en avançant et en se rebellant. Là, tout tourne autour de 2 personnages, dont un qui vient des wagons de queue et qui était un ancien inspecteur de police et qui va être employé pour élucider un crime particulièrement étrange dans le train. Et en fait, grâce à ça, grâce à ce personnage, on va naviguer dans tous les wagons et on va découvrir le monde du transpersonnage. Et du coup, on n'a plus cette linéarité, on n'a plus ce côté compte à rebours. Du coup, c'est quelque chose d'assez différent. En fait, on pourrait imaginer que c'est sur une planète et le transpersonnage est juste un décor un peu substituable. Mais bon, il n'y a que 2 épisodes à voir comment ça joue. Il y a quand même des sous-intrigues intéressantes et les personnages sont assez sympas, ils sont bien incarnés. Mais à voir, ça change vachement de la série. Ça change vachement de la série papier en tout cas. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment lire la bande dessinée en premier. Au moins les 4 premiers, au moins les 3 d'origine plus Terminus. Avant de passer à Extinction, mais avant la série, parce que du coup, ça a vraiment rien à voir. Du coup, Yves dit je trouve qu'on retrouve plus la BD dans la série. Alors, il y a quelques petits trucs, ils ont été piochés dans la BD, dans les tomes suivants, pas que le premier, mais ils ont été piochés des infos. Mais ils sont vraiment basés sur l'univers de Bong Joon-ho. Ils ont vraiment gardé toute cette idée, la façon dont est construite le train, les différents wagons à thème, la nourriture faite d'insectes. On retrouve pas mal de choses qui sont plus visuellement du film, je trouve. Mais bon, après, ça à débattre et effectivement, à voir ce que va donner la suite, vu qu'il n'y en a que 2 épisodes, on peut pas trop savoir plus. Alors, oui, Jonathan, ouais, elle donne assez envie. En fait, en la regardant, moi, j'ai pris du plaisir en la regardant, mais je trouvais que c'était assez différent. C'est étrange par rapport à tout le matériel qui existe, du coup, avec tous ces albums qui existent qu'ils aient choisi plutôt de se baser sur le film. Mais bon, ça c'est dû au succès de Bong Joon-ho. Et, euh, et donc, ouais, mais j'ai l'impression qu'ils en font un peu autre chose quand on regarde la série. On est vraiment pris dedans, mais ça pourrait être un autre univers que le transpersonnage. Finalement, le train, il est utilisé en toile de fond, mais je sais pas comment dire, il est pas incarné comme ça peut l'être dans la BD où là le train est un vrai personnage quoi, il a une importance très très forte. Alors que là dans la série Netflix, c'est un lieu qui permet des décors un peu fous et qui permet de passer d'une ambiance extrême à l'autre. Mais finalement, il n'est pas incarné comme ça peut l'être dans la BD ou comme dans le film où du coup
toute la mise en scène très forte, où les personnages avancent, ne reculent jamais, où ils arrivent à chaque wagon, ça devient une espèce de cap à franchir, etc. Je trouve qu'on ne le retrouve pas là-dedans et ils l'ont moins utilisé que ce qui pourrait être avant. Voilà. Donc oui, je vois des commentaires sur le son. J'ai pas mis le son en fait, évidemment pour des questions de droit, parce qu'en fait, du coup, Facebook enlève les vidéos quand il reconnaît les musiques et le son. Et du coup, j'ai pas trouvé d'autres moyens pour vous le passer. C'est pour ça que je mets avec les sous-titres. Mais ouais, la prochaine fois, on pourrait faire un atelier bruitage. Façon Cité de la peur, moi ça me dit bien. Non, voilà, c'est un peu dommage, mais bon, je voulais pas prendre le risque que la vidéo saute. Déjà que la dernière fois ça a coupé et que là le téléphone a surchauffé. C'est assez marrant. Bref, voilà tout ça pour parler de la série. Est-ce que je vous ai mis un visuel de la série? Tiens, hop, j'en avais un là. Donc oui, donc les deux personnages principaux sont bien incarnés hein, quand même. Je crache pas dessus. Je dis pas que c'est mal fait. Il y a des trucs chouettes, mais ça ressemble pas vraiment, je trouve, à l'univers transpersonnage. C'est un bon complément, mais en même temps, la série, les albums sont faits tellement différents entre ce que je vous disais du premier tome jusqu'à Terminus et jusqu'à Extinction, qui en fait ont tous des univers différents, ils ont des voix différentes, des narrations différentes, que finalement c'est pas plus mal. C'est un univers qui est assez composite et c'est un univers en fait qui est fait un peu d'adaptation au final. Je vais vous remettre ça, les planches d'extinction. Dans celle-ci, moi je fais, ouais, on fait bien le chat, ouais. Dans celle-ci, donc il est passé, donc il y a de la couleur, donc ça change un tout petit peu les ambiances, mais aussi tout le découpage et la mise en scène, on est plus dans une BD type thriller ou un polar, en tout cas dans la construction, dans les allers-retours avec les sous-intrigues. Ça se passe autour du monde, donc on a pas mal de choses qui se font autour du monde. Et du coup, la construction de Extinction est vraiment différente des précédents transpersonages. Donc là aussi, où il y avait une narration un peu plus lente, c'était un peu plus onirique, c'était volontairement un peu plus cryptique. Dans Terminus, là aussi, on avait une sorte de SF où il y avait qui était violente un peu moralement parce que c'est un univers assez froid et assez dur, mais où il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas d'explosion, de fusillade. Ils avaient évité un peu ça et je trouvais ça chouette. Je trouve que ça correspond bien à l'esprit du transpersonnage du premier avec les méchants moustachus façon contrôleur de la SNCF. Je vais remettre des planches, je sais plus si on les voit, mais je trouve que il y avait une ambiance particulière dans les premiers qui a été un peu conservée et finalement qui a un peu changé récemment avec Extinction, mais qui est pas plus mal puisque du coup cet univers un peu composite permet en fait d'avoir des époques différentes. On pourrait imaginer même que ce soit d'autres auteurs, d'autres dessinateurs, mais en tout cas Rochette adapte son trait et il fait des choses nouvelles, donc comme on parlait avec la couleur. Donc ça c'est très chouette. Et j'ai passé aussi tout à l'heure, en fait c'est un auteur qui fait aussi, qui a aussi une œuvre de peintre, donc qui a fait des expositions de peinture. Là récemment il y a un livre qui s'appelle Vertige, qui présente des peintures de montagne qu'a réalisé l'auteur. Et en fait à l'occasion du film aussi il avait réalisé pas mal de peintures. Donc certaines avaient été utilisées dans le film de Bong Joon-ho. Donc je disais, le personnage principal est un dessinateur. Et du coup, on avait ces peintures très noires, très graphiques, qui rendaient super bien. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de chouette dans tous ces univers et qu'à chaque album, bon, ils ont été faits sur presque 40 années, donc le style a évolué. Mais sur chaque album, il y a une patte un peu différente, il y a une patte assez particulière qui rend super bien. Donc voilà, donc c'est tous ces univers du transpersonnage en fait sont assez différents et du coup on peut les voir comme plusieurs séries différentes qui sont dans un univers comme on pourrait dire un transpersonnage verse quoi. Donc ça c'est pas mal et du coup la série Netflix on voit bien que c'est encore un peu autre chose et du coup ça marche bien. Voilà un peu pour brosser le portrait de tout ça et de parler un peu de la nouveauté. Sur Bubble, sur le site Elab, dans la partie chronique, il y a un coup de cœur qui reprend un peu en détail si vous avez manqué le début.
ou si vous voulez en savoir plus sur l'ordre de lecture, sur un peu ce qui se passe, sur les différents univers des séries. Voilà, donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions et surtout des questions à l'auteur. Oui, Yves, effectivement, c'est ça, c'est une franchise. On est vraiment sur cette idée-là. Du coup, surtout que maintenant, avec un film international et une série américaine qui arrive, on a vraiment quelque chose qui est amené à se développer. Et je pense que avec le succès que ça a, il pourrait y avoir encore d'autres choses. Du coup, oui, c'est une franchise de BD française qui arrive, qui s'installe bien. Et en tout cas, l'univers de SF s'y prête super bien parce que du post-apocalyptique dans un train très visuel comme ça, il peut se passer plein de choses et justement, on le voit avec toutes les époques qui sont narrées rien que dans la bande dessinée. Il reste plein de choses à faire. Et je pense aussi à donc, toute la partie de Terminus, donc, qui là n'est pas évoquée du tout dans ni le film ni les séries, et qui là ouvre encore des portes puisqu'on arrive sur encore autre chose. Et enfin, je vais pas faire de spoiler aussi, mais on arrive sur complètement autre chose. Donc voilà, voilà un peu pour la présentation de cette série. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas toujours à mettre des commentaires même après la fin du live parce que je sais que c'est un petit peu en décalé, là je vous parle et ça arrive chez vous 5-6 minutes après, donc c'est pour ça que c'est pas évident de répondre pile en même temps. Mais voilà, en tout cas vous pouvez. Merci Gaël de poser des questions, je note bien, c'est super. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau live et à bientôt sur Bubble. Oui, il y a un truc qui me fascine en ce moment, c'est la scission qui est en train de s'opérer dans l'humanité. Disons que la première, ça a été en 82, puis après la deuxième, c'était en 99. Et là, ça a été la partie la plus difficile, en fait, pour recommencer, en fait. D'abord parce que l'histoire de Lob était vraiment finalisée. C'était une légende qui avait une fin absolue. Et donc, j'ai relancé d'abord pour faire vivre le transpersonnage parce qu'il était mort. Et donc, ça a été un peu, là, ça a été la partie la plus difficile. En plus, j'avais vraiment changé de style, et voilà, quoi. Mais après, c'est relativement facile parce que chaque fois, j'ai une histoire à raconter qui est particulière et qui a rien à voir avec le transpersonnage lui-même, quoi. Je greffe un sujet politique sur le transpersonnage. Par exemple, dans Terminus, c'était le transhumanisme, le problème du nucléaire, le problème d'une espèce de fascisme technologique, etc. Et donc, chaque fois, j'essaie de trouver une raison politique, disons, ou philosophique qu'on veut pour refaire une suite, quoi. En fait, ça se démarque assez du départ. Oui, ben, on pourrait le développer. C'est ce que fait d'ailleurs Graham Mason et ce qu'ont fait Bon Jumbo. Ils sont partis du concept de base de Jacques Lob. Et puis après, ils ont fait leur propre transpersonnage. Moi, je suis un peu obligé de maintenir ça dans un monde cohérent, mais une fois que j'aurai fait le préquel, puisque là, on a fini l'écriture, c'est vrai que c'est une histoire qui sera finalisée parce que on arrive vraiment à recoller les wagons entre le préquel et le transpersonnage de Jacques Lob, et ça fait une histoire qui fera 800 pages et sera finie. Moi, personnellement, il y aura plus de transpersonnage avec moi, quoi. Peut-être qu'un jour, pourquoi pas, il y aura avec un autre dessinateur, avec un autre scénariste, mais le transpersonnage originel, c'est la fin, c'est l'acte 3 d'Extinction, quoi. J'ai déjà écrit une histoire, je vais me consacrer sur des histoires que je ferai seul, scénario et dessin, quoi. En fait, comme j'ai fait avec Le Loup, comme je l'ai fait partiellement avec Elfroide, c'était une autobiographie, mais j'ai travaillé avec un co-scénariste, mais globalement, c'est mon histoire, et là, je suis plutôt là-dedans, quoi. Et puis un jour, j'arrêterai peut-être la bande dessinée aussi, parce que j'ai 64 ans, c'est un métier qui est quand même très astreignant, et peut-être que je me consacrerai plus à la peinture, aux aquarelles et ces choses comme ça, quoi. Je ferai pas de la bande dessinée jusqu'à 100 ans, si Dieu me prête vie, quoi. Moi, je remarque une chose, c'est que là, par exemple, en ce moment, il y a des gens qui refont des travaux chez moi et je vois que c'est des artisans ils refont la façade et je les vois travailler et ils ont un protocole de travail qui fait qu'ils vont très vite, hein. Le travail à la sortie est parfait et ils ont été très vite.
Et c'est ce que j'ai mis un peu au point dans mon métier, c'est-à-dire tout ce qui est artisanal va très vite en fait. Je perds pas de temps sur tout ce qui est artisanal et je vais me consacrer sur les trucs artistiques, on va dire, ou sur l'histoire ou des choses comme ça. Et donc c'est des processus de travail que j'ai mis au point. C'est pour ça que c'est assez simple. Quand on voit les Japonais, c'est des types qui sont capables de faire, bon, avec une équipe, mais ils sont capables de faire presque 90 pages par mois. Un Américain comme le type qui fait Walking Dead, il fait, je crois, 30 à 40 pages par mois aussi. Et moi, j'ai une moyenne de 30 pages par mois sans vraiment l'impression de travailler comme un fou. Et quand on me dit qu'il y a des dessinateurs français qui se traînent à 10, 15, 6 pages par mois, je me demande, je me dis qu'ils ont un problème de protocole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, j'ai tout un protocole d'écriture de scénario, seul ou en co-scénario, qui est vraiment un travail sur lequel je maîtrise maintenant pas mal le truc. Après, j'ai fait un gros travail de storyboard, et c'est là-dessus que tout se passe, quoi, en fait. Et une fois que j'ai fait mon storyboard, ça va assez vite. Je dois faire 10 pages par jour en storyboard. Donc, quand j'ai mon truc, après, je me mets à travailler, mais tout est en place, quoi. Après, les choses se déroulent naturellement. Je dessine naturellement. Je fais des photos si j'ai besoin de photos. Je cherche de la doc et tout. Et ça avance. Disons que ce système-là, même au niveau des champs, contre-champs, à tout point de vue, j'ai l'impression que l'histoire se fait d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pratiquement pas à forcer, quoi. C'était surtout une question de temps, hein. Dans ce cas-là, j'ai d'autres choses à faire. La coloriste en question, enfin d'abord ça a été le coloriste de Corben, et puis après j'ai pris Isabelle Merlet, qui sont très forts. Et donc ça c'est surtout pour un gain de temps, hein. Objectivement, enfin je regarde ce qui se fait, hein, mais parce que j'avais des tas d'autres projets et faire la couleur ça me prenait trop de temps. Voilà. Pas du tout, absolument pas, parce que en fait, on avait cédé les droits de la série, donc c'est passé directement par Bonjour. Moi, j'ai rien à voir. Simplement, j'ai rencontré un des producteurs, un producteur français avec qui on a discuté un peu. Et ce que j'ai su, c'est que Graham Mason adorait la BD. Il le dit d'ailleurs assez souvent. Et en fait, ils se sont beaucoup servis de la BD pour avoir des rajouts. Ils ont rajouté des arpenteurs, ils ont rajouté. Enfin, ils se servent beaucoup, quoi. Donc, en fait, ils se servent de ma BD un peu comme un storyboard. Et puis, pour piocher dedans, pour avoir des idées, ou graphiques, ou scénaristique. Comme je vous l'ai dit, je le fais en plusieurs étapes. Par exemple, si j'écris seul l'histoire, je vais écrire l'histoire, c'est-à-dire faire on va dire ce que j'appelle des plots narratifs. Alors ça, c'est le travail de l'écriture. Et après, je vais faire le storyboard. Voilà. Pour moi, le storyboard, c'est la partie en fait la plus importante. Donc c'est écrire et mettre l'image et le dessin ensemble. Donc un jour type, je me lève assez tôt et je commence à travailler. Vous voyez, je commence à travailler, je fais des choses comme ça, hein. Ça c'est un storyboard sur lequel je suis en ce moment. Et je fais mes pages, je bosse disons 6-7 heures par jour. Et puis voilà, comme quelqu'un qui travaille normalement, quoi. Et puis une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai tout mon livre qui est là. Et là, je vais attaquer la partie, disons, la plus ennuyeuse pour moi, c'est la partie du dessin même, parce que je pense à peu près savoir dessiner. Je ne ferai pas beaucoup de progrès à l'heure actuelle. Donc, c'est un peu le travail de tournage. C'est ce que me disait Bon Jumbo. Pour lui, la partie la plus créative, c'était l'écriture. Et quand il était au tournage, c'était encore pire que moi, parce que là, il faut gérer les acteurs, il faut gérer les techniciens, il faut gérer les gens de tournage et tout ça. Alors, c'est pas aussi technique dans la BD, mais presque. Ouais. Voilà, on travaille, et puis je fais, si j'ai besoin de pause, de pause. Parce que moi, je travaille beaucoup avec mes propres attitudes. Je cherche pas à dessiner. Si j'ai un problème, je fais une photo de moi en position. Enfin, oui, c'est toute une petite soupe technique, quoi. Pour résumer, avec Jacques Lop, j'étais un jeune dessinateur et il a écrit sans aucun contact scénaristique avec moi, hein. Il m'a amené les scénarios. Alors, il m'a dit qu'il s'inspirait un peu de mon côté nihilisme pour le personnage, mais à part ça, c'était rien.
Avec le grand, je lui ai donné les grands thèmes des histoires, c'est-à-dire le mensonge pour le un et puis la traversée et pour le 2. Mais enfin, globalement, il a tout écrit. Après, j'avais écrit la terminus, enfin en tout cas, j'avais écrit les grandes lignes du terminus. En gros, je savais comment ça commençait, je savais à peu près ce que j'allais raconter, la fin, etc. Donc avec le grand, bah, ça n'a pas fonctionné. Je crois qu'il ne voulait pas être dans un carcan narratif comme ça. Donc on a pris un scénariste, un jeune scénariste, qui lui a pris ce scénario, l'a lu, l'histoire, et l'a amélioré beaucoup. On a fait un truc plus visuel d'ailleurs. Et on travaillait, alors lui, il venait écrire chez moi, donc pendant que je faisais le storyboard, il écrivait à côté, quoi. Avec Bokeh, c'était une symbiose assez importante, puisqu'on travaillait quasiment ensemble, écriture, et ça se faisait au fil sur une histoire en grande partie par moi, et ses inventions à lui, et puis on travaillait. Donc, on peut dire que là, c'était vraiment un mariage. Et alors avec Matt, les histoires, c'est plutôt moi qui donne les grands axes. Mais là, il travaille seul dans son coin, il écrit et il m'envoie les scénarios que je remets en scène. Disons qu'il y a eu 3 étapes. Il y a eu une première étape avec Jacques Loeb, j'étais simplement un dessinateur. Dans l'autre, avec Le Grand, j'ai donné quelques indications. Avec Bokeh, disons que l'histoire sous ses grandes lignes était de moi. Et avec Matt, c'est vraiment du co-scénar, on fait un co-travail, on va dire. Et lui, par contre, tout est écrit par Matt. Hein. J'écris pas une seule phrase. Hein. Sauf la première phrase. Hein. Moi, la terre est ravagée par un mal qui s'appelle incurable d'humanité. Ça, c'est moi. C'est la seule phrase que j'ai écrite de tout le livre. J'aimerais bien, là, il faudrait que j'ai une histoire simple et qui dise quelque chose. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, c'est vrai que si je trouvais une idée. Moi, il y a un truc qui me fascine en ce moment, c'est la scission qui est en train de s'opérer dans l'humanité, quoi. Une scission de gens qui auraient tendance à vouloir retourner à la nature, les artistes ou même moi qui habite ici à la campagne, et puis toute une population qui a tendance à se déshumaniser, on va dire qu'ils veulent aller vers un système de transhumanisme. Et je me demande jusqu'à quel point ces deux humanités vont pas faire scission. Vous voyez ce que je veux dire? Mais véritablement scission, quitte à pas pouvoir se reproduire, quoi. Comme je sais pas moi, comme les chimpanzés et les gorilles. Hein. C'est des singes, mais on peut plus, ils n'ont plus rien à voir, quoi. Donc c'est un sujet qui me trotte un peu dans la tête, mais j'ai pas trouvé le biais est simple pour la. Parce que moi, j'aime les histoires simples. Le loup, c'est très simple. Elle froide, bon, c'est mon histoire, mais elle est relativement simple. Et finalement, si on réfléchit bien, le transperce-neige, c'est très simple aussi. Hein. Oui, C'est mais un concept simple qui bordure des choses à dire. C'est Nabokov qui disait un grand livre, c'est d'abord une histoire simple. Ça, c'est à voir. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui me questionne que faire du pur divertissement. Il y a des gens pour qui font du pur divertissement. Ils sont faits pour ça. Et moi, je me questionne et je le fais passer, quoi. Enfin, dans le cas du transpersonnage, c'est quand même assez direct. Hein. Super, merci. Alors.